développer. Merci aux camarades qui sont venus découvrir l'NPA et les débats qui les traversent. Donc, nous avons souhaité au comité organiser une réunion publique autour de la question de l'Europe. Bien évidemment, c'est l'occasion d'en discuter puisque les élections européennes approchent. Disons que notre parti ne considère pas que les élections vont forcément avoir un rôle transformateur directement dans la société, mais ce sont des moments qui sont importants parce que les gens se politisent et parce qu'on parle de politique, et donc c'est aussi l'occasion de sensibiliser et également essayer de faire avancer nos idées. Donc, c'est un espace que nous avons voulu occuper aujourd'hui. Nous avons appelé la réunion Notre Europe est possible. Hein. Nous avons vraiment souhaité donner une coloration un peu positive. Quelqu'un qui m'est très cher, disait qu'il faut toujours l'optimisme de la volonté. Et je pense que c'est extrêmement important. Hein. C'est bien évidemment Antonio Gramsci que beaucoup de camarades ici connaissent. Et donc, cette Europe du possible, c'est l'Europe qu'on devrait construire. Et donc, c'est l'une des tâches centrales qu'on devrait se donner. Une Europe des peuples, une Europe des travailleurs, une Europe sans frontières, une Europe bien évidemment qui prend à bras le corps la question de la crise écologique, et bien une Europe qui est très éloignée, ce projet est très éloigné de ce qu'on vit en réalité aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que nous avons souhaité inviter notre camarade Roselyne Vachetta, Vachetta, désolée, moi j'ai fait tout pour être française, mais j'y arrive jamais, ni dans un sens ni dans l'autre, donc voilà, on fait tout pour s'intégrer, mais c'est jamais assez. Roselyne Vachetta, je préfère, ça me va très très bien. Donc Roselyne, pourquoi nous avons invité Roselyne? Parce qu'elle connaît cette institution de l'intérieur, puisqu'elle a été une élue européenne anticapitaliste révolutionnaire de 1999 jusqu'à 2004. Donc aux côtés d'Alain Krivine à l'époque et d'Olivier Besancenot, sur une liste unitaire de la Ligue communiste révolutionnaire à l'époque. L'NPA n'existait pas, il a été fondé en 2009, et Lutte ouvrière, donc sur cette liste unitaire. Et donc, bien évidemment, j'ai dit que pour les NPA, ce sont les mobilisations qui transforment la société, mais il est extrêmement important aussi d'occuper ces endroits pour pouvoir justement créer un espace qui nous est propre. Et donc, les institutions sont aussi un moyen pour faire avancer les luttes, coordonner, mettre en lien, amplifier, donner une voix aux luttes. Donc voilà, on n'est pas indifférent vis-à-vis de ce qui se joue également dans cette arène électorale. Et donc Roselyne, elle est venue ici pour partager avec nous son expérience, mais aussi pour partager avec nous un peu la généalogie de cette Europe qu'on se doit de critiquer, avec laquelle on doit être en rupture radicale. Et en plus, elle est très impliquée dans les questions liées au logement, dans les questions migratoires. Elle est également en fait membre de la commission antiraciste du NPA. Donc voilà, elle est très très impliquée sur les terrains autour de toutes ces questions qui sont centrales pour nous. Et donc, sans plus attendre, je vais lui donner la parole. Et puis, on prendra un temps pour discuter ensemble et pour débattre. Bonjour à tous, et puis je suis bien contente d'être ici. Je suis venue quand j'étais députée il y a 20 ans, donc ça fait un bon bout de temps. Mais ça a toujours été des très belles rencontres, je trouve. Voilà, donc moi je vous ai fait un petit topo que peut-être que je vais ouvrir des portes ouvertes et que vous connaissez tout ça, donc vous pouvez me couper la parole, il n'y a pas de problème. Donc je vais vous proposer un topo court en 3 parties. Une première sur c'est quoi cette Europe capitaliste, hein, un peu la généalogie comme disait Paola. Ensuite, ce qu'on peut voir comme enjeu dans cette élection européenne-là,
c'est pas toujours les mêmes d'une élection à une autre. Et puis notre Europe à nous, celle que l'on veut, sur quoi on s'appuie pour dire qu'on peut faire autrement et qu'est-ce qu'on propose. Voilà. Donc si ça vous va, je commence comme ça. Si ça va pas, on peut faire autrement. Voilà. Alors du coup, en fait, vous savez, on vend au peuple qu'on a créé l'Europe de la paix en 45 parce que c'était plus possible les guerres, notamment entre la France et l'Allemagne. Mais cette Europe-là, à la fois, elle est née du chaos. En fait, toutes les économies européennes ont été détruites, les peuples ont été détruits, les villes, les agricultures, tout. Et en même temps, elle est née avec une intention capitalistique depuis le début. C'est le plan Marshall en 1947, parce qu'il y avait dans le monde une économie qui allait très bien, c'était l'économie des États-Unis, parce qu'ils n'ont pas eu évidemment de destruction sur leur territoire et ils étaient déjà à la pointe du capitalisme. Donc ce plan Marshall, qui est tombé tout de suite en 1947-1948, bien sûr, il a porté un plan de reconstruction de toute l'Europe, mais il y avait un coût quand même très très fort. Par exemple, peut-être aujourd'hui ça paraît un détail, mais à l'époque c'était important. L'argent était versé en dollars, et ça voulait dire que cet argent devait être dépensé d'abord dans des entreprises américaines, et ça a permis au capitalisme nord-américain de s'installer sur les territoires français. Alors on le paye toujours, c'est Ford dont était victime entre autres notre camarade Philippe Poutou. C'est Ford, c'est IBM, c'est Hollywood aussi pour la culture, Coca-Cola, etc., etc., avec obligation pour ce qu'ils étaient en train de cette construction européenne de pratiquer le libre-échange, évidemment avec les États-Unis, mais à terme avec l'ensemble du monde. Donc ça coûtait quand même assez cher en termes de dépendance de l'Europe et puis d'inscription dans le capitalisme mondial. Alors évidemment, avec une idée comme ça, l'autre idée c'était d'avoir une organisation non démocratique, évidemment, parce que entre ce que les peuples, les besoins des peuples et ce qui a été amené et comment ça allait se faire, il y avait un delta très très important. Donc, il fallait pas de démocratie. Donc, c'est une Europe par en haut, sur les intérêts du capital, mais pas sur le besoin des peuples. Et ça, c'est un peu la marque de fabrique de cette Europe-là, et on est toujours là-dedans, et ça s'est développé depuis et approfondi. Alors, la base de cette Europe, ça, vous devez le savoir, tout le monde sait ça ici, c'est les traités. Les traités tournent tous autour du marché commun. La liberté de circulation essentiellement des services, des biens et des capitaux. Après, la création de l'euro et de la Banque centrale, indépendante de tout le monde, de tous les pouvoirs et évidemment des peuples. Les critères contraignants budgétaires contre les États. Donc c'est une Europe qui empêche d'autres choix que le choix de départ. C'est aussi une Europe bien pratique pour les gouvernements qui expliquent tout le temps que c'est de la faute à l'Europe quand ça va pas. C'est pas de leur faute, c'est l'Europe. Alors qu'en fait, c'est eux qui dirigent l'Europe. J'y reviendrai plus tard. Donc il y a un rapt de la décision quand même pour le profit capitaliste. Après, il y a toute des grandes politiques européennes. La politique de la PAC, ça a été la première politique, la politique agricole commune, et la politique sociale, la politique économique, la politique, la PESC, la politique européenne de sécurité commune, qui créera Frontex, on reviendra là-dessus, les politiques migratoires. Elles mettent toutes, il n'y a pas d'exception, en musique, les mêmes orientations. Le capitalisme, développement du marché, du profit, le sécuritaire, la xénophobie, et elles sont aussi colonialistes. Alors, ça a passé après par des accords entre tous ces braves gens-là. Donc, par exemple, l'accord, je ne vais pas tous vous les citer, il y en a plein. Des accords, par exemple, l'accord général sur le commerce des services. C'est les années 80. C'est le moment, les années 80, où sur 15 États, il y en a 14 qui sont socialistes. Pas socialistes comme on l'entend, qui sont gérés, conduits par le Parti socialiste. Et c'est là la période où cet accord général sur le commerce des services est acté.
et ça ouvre toutes les grandes libéralisations. Hein. On est dessus là en ce moment dans les villes, hein, l'éducation, la santé, dans les villes, dans les États, l'éducation, la santé, le transport, comme la SNCF bien sûr, la poste, les autoroutes, les banques, l'énergie. Il y a ça, et en même temps, ils veulent que le travail, le coût de la force du travail, comme ils disent, soit à un prix toujours plus bas. Ils ont besoin quand même qu'on soit un peu salarié parce qu'on doit consommer, parce qu'ils font aussi du fric sur les consommations inutiles. Mais ce qu'ils veulent, c'est nous mettre en concurrence les uns après les autres, faire baisser ce qu'on appelle en tant que marxiste le salaire indirect, hein, toute notre protection sociale, la retraite, etc. On est en plein encore dans ce qui a été créé dans les années 80-90 autour de cet accord. Comme autre accord dont on entend parler régulièrement, c'est les accords de libre-échange. Il y en a une quarantaine. Alors on en entend parler quand c'est fait en général. C'est des accords entre l'Union européenne et des États ou des groupes d'États. C'est des sortes de traités internationaux entre l'Union européenne et d'autres. Et là, ça ouvre le marché. C'est pas fait pour, je sais pas, c'est pas fait pour un partage de richesse à une échelle plus grande. C'est au contraire élargir la quantité de marchandises qui circulent, le dumping social, le dumping économique. Dans ces accords de libre-échange, alors c'est un peu différent, mais c'est quand même un accord qui pose énormément de problèmes actuellement, c'est l'accord d'association de l'Union européenne avec Israël. Vous savez, dans les collectifs palestines, on demande partout, tout le temps, et nous aussi fortement, que cet accord qui existe depuis 1959 n'existe plus. Alors, il est réactualisé au contraire régulièrement. La dernière forme, elle date de 2010. Ils ont fait un nouvel accord. Alors, ce que dit l'Europe, c'est que c'est des politiques européennes de voisinage. Mais sauf que c'est un accord pour Israël très intéressant. Israël est traité comme les pays européens, comme les États européens, c'est-à-dire que les droits de douane sont quasi supprimés avec Israël. Et aujourd'hui, il y a 33% des exportations d'Israël qui sont sur l'Union européenne. Et il y a 40% de ces importations qui viennent de l'Union européenne. C'est pour ça que BDS, j'imagine qu'on en parlera dans le débat, c'est très important. Parce que si on le faisait sérieusement, si on y arrivait, si on convainquait nos voisins, tout le monde de faire ça à fond, on peut gagner vraiment, on peut toucher au fric Israël, et c'est très important évidemment pour eux. Alors aujourd'hui, on pense qu'ils préparent, enfin on pense pas, on est sûr, ils préparent un nouvel accord d'association avec Israël, puisque vous avez peut-être vu qu'Israël, il a trouvé un gisement de gaz très important, et le gaz d'Israël pourrait remplacer le gaz qui vient de Russie. Et du coup, c'est assez cynique. Ils peuvent pas trop mettre en avant cet accord-là, qui est dans les tuyaux depuis 2022. Oui, depuis 2022, parce qu'il y a la guerre, mais la guerre, quelle que soit la fin de ce génocide, ils feront cet accord avec Israël. Donc, faut continuer là-dessus. Hein. L'accord d'association avec Israël, il faut le dénoncer toujours. Alors, je disais tout à l'heure un peu, cette Europe, elle est forcément autoritaire. Parce que si on savait ce qui s'y passe, s'il y avait plus de démocratie, si on pouvait en parler partout, dans les syndicats, sur les quartiers, etc., et qu'on se rebelle contre ça et qu'on ait un moyen légal d'intervenir là-dessus, je pense qu'on n'accepterait pas ça. Donc, en fait, comment elle est autoritaire? Elle est autoritaire déjà par ses institutions, en fait. Vous les connaissez sans doute, les institutions, je rappelle vite fait, il y a le Conseil, qui se réunit tous les 6 mois dans les grandes fêtes, on peut dire pour eux, les sommets européens, où là, c'est la réunion des chefs d'État qui donne les orientations politiques. Il dit, pour les 6 mois qui viennent, on va aller dans ce sens-là. Ensuite, la Commission européenne, je rappelle que la Commission européenne, elle est formée de commissaires européens qui sont nommés par les gouvernements. Donc, ceux-là, ils mettent ça en musique, ils préparent. Ensuite, c'est examiné à égalité, dans les mêmes termes, par le Conseil des ministres,
Le Conseil des ministres, c'est compétence par compétence. Évidemment, quand on parle d'agriculture, c'est pas le ministère des Sports qui va y aller, donc c'est le ministère de l'Agriculture de chaque pays. Donc le Conseil des ministres examine ce qu'a écrit la Commission, en gros quand même sous la dictée des chefs d'État et de leur personnel, et le Parlement aussi. Et ils sont tellement antidémocratiques que l'Europe, qui a été créée dans les années 50, avait mis le Parlement dans les institutions. Mais la personne qui représentait, les gens qui représentaient les États dans le Parlement étaient nommés aussi, venaient des différents parlements des États. Il y en avait un ou deux, ils s'occupaient de l'Europe. Il n'y avait pas de compte-rendu, et le Parlement n'avait qu'un avis consultatif sur tous les sujets. Alors, à partir de 79, il y a donc eu des élections européennes avec toujours il y avait des listes européennes avec un programme, c'est-à-dire des gens qui allaient se spécialiser dans leur militantisme, normalement, on peut l'entendre comme ça. Enfin, nous, on l'entendait comme ça, mais peut-être pas les autres. Se spécialiser sur les questions européennes avec des programmes différents, contradictoires. Ceux-là, ils étaient toujours consultatifs seulement. Alors, ça a changé un petit peu. Mais le Parlement, quand même, ne peut pas faire la loi et ne peut pas voter seul. Il ne pourrait pas y avoir quelque chose qui passe juste accepté par le Parlement. Et s'il y a désaccord, il y a une commission médiation et la voix prépondérante la fin appartient au Conseil des ministres. Donc ça, il faut le dire et le dire et le dire parce que c'est tellement scandaleux. C'est tellement scandaleux que les peuples européens élisent des représentants qui auront un pouvoir tout à fait aléatoire, quoi, et pas jusqu'au bout. Donc, dans les grands pactes européens dont on parle aujourd'hui, c'est le pacte pour la migration et l'asile. Celui-là, je vous en parle un tout petit peu, et puis après, je donnerai un exemple de ce qu'ils ont fait, par exemple, de l'agriculture européenne, parce qu'il y a eu les luttes et tout ça, et que on a une commission européenne au niveau du NPA qui est absolument, une commission sur l'écologie au niveau du NPA qui fait un gros boulot. Et la 4e internationale fait aussi beaucoup de recherches sur ces questions écologiques et sociales qui sont super importantes pour aujourd'hui et pour demain. Donc, je vous dis un petit mot sur le pacte pour la migration et l'asile. Vous avez peut-être vu qu'il a été voté le 10 avril, donc ça vient de sortir. Là, c'est carrément une suppression du droit, une suppression de la justice aux frontières. C'est-à-dire, pour être sûr que les gens vont pas rentrer, ils installent une filtration aux frontières extérieures de l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui arrivera en France comme ça, ou en Italie ou ailleurs. Il y aura une filtration importante avec 7 jours de rétention administrative pour tous les arrivants. Ceux qui, d'après eux, alors ça va être des techniciens, ça va être des membres de Frontex, bien sûr, des offices nationaux, l'office et l'office français pour les immigrants, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais bon, il y a ça dans chaque État, ils vont se réunir là, et ils décideront qu'au bout de 7 jours, il y en a, ils sont renvoyés chez eux, ou envoyés dans un pays tiers sûr. Alors le pays tiers sûr, on sait ce que c'est très compliqué. Et ça veut dire que ceux-là, ils n'auront pas accès à la justice. Ils ne pourront pas contester cette décision parce qu'ils ne seront pas rentrés sur un État. Ils seront dans les zones frontalières, vous savez, qui n'appartiennent pas à l'État d'où ils viennent ni à l'État où ils veulent aller. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, les autres, ils auront un examen pays par pays et une rétention administrative qui pourra même durer 1 an. Je vous explique. Ils détruisent la justice en faisant ça parce que le principe de la justice, c'est qu'on est jugé individuellement. Et là, ce qui est mis en place, c'est que ils seront jugés selon leur nationalité. S'ils viennent, je vous donne un exemple, s'ils viennent de Tunisie, d'Algérie ou du Maroc, par exemple, eh bien, ils ont décidé, ils ont fait des statistiques et ils pensent qu'il y a que 20% de ces ressortissants-là qui peuvent avoir des papiers en France en ce moment. Donc, ils examineront la situation de 20% des Tunisiens, des Algériens et des Marocains. C'est une justice d'abattage, ça c'est sûr, et c'est une justice
qui n'a le nom que de justice, parce que d'abord il n'y a pas de juge, et que en plus, si vous avez été torturé au Mali ou en Algérie ou tout ça, si vous êtes en surnombre en quelque sorte par rapport aux 20% d'accueillis, eh ben vous avez aucune chance de rentrer. D'autres pays, ça sera plus large. Mais ça, c'est un vrai scandale. Ça veut dire qu'on recule sur un droit qui était déjà petit et qu'il n'y a pas de recours à ça. Donc pourquoi 12 mois de rétention administrative? Parce qu'ils estiment que ça peut durer 6 mois. Le fait de chercher pourquoi cette personne, on va pas l'accepter. Donc c'est 6 mois de recherche sur la non-possibilité de le faire rentrer dans un pays européen. Et puis 6 mois pour le renvoyer ou dans son pays, ou si vraiment c'est pas possible, ben ailleurs. Parce qu'ils reconnaissent qu'il y a des gens individuellement qui auraient le droit à l'asile. Mais comme ils sont dans un pays où on n'en accepte pas, où on en a trop, ou des choses comme ça, eh ben on le renverra ailleurs. Donc faut trouver les pays sûrs maintenant. Et ça va pas être facile non plus. Et en tout cas, c'est scandaleux de traiter les gens comme ça. La dernière chose que je voulais vous dire, et puis après je vais revenir un petit peu sur la PAC rapidement, c'est que on n'en parle pas tellement quand on parle de l'Union européenne, mais on devrait en parler plus, c'est de l'OTAN, qui a été créée en 1949, comme vous le savez certainement. C'est une alliance politique et militaire. Alors évidemment, au début, c'est les États-Unis qui apportaient l'argent et qui souhaitaient avoir une sécurité quand même politique et une stabilité militaire et ne pas donner de l'argent qui pourrait être, si l'URSS s'étendait, etc., etc., qui aurait pu servir à d'autres intérêts. Donc au départ, c'est anticommuniste, hein, simplement, fortement, c'est toujours resté d'ailleurs anticommuniste. Et puis c'était dit que si un jour l'URSS disparaissait, mais en 47 on n'y pensait pas, enfin en 49 oui, bien sûr personne n'y pensait, eh ben l'OTAN n'aurait plus de raison d'être. Et puis si l'OTAN continue, alors avec d'autres objectifs. Aujourd'hui, c'est contre le terrorisme, contre la prolifération des armes de distraction massive. Ça, la prolifération, c'est scandaleux. Il y en a qui ont le droit d'avoir l'arme nucléaire, par exemple, mais il y en a qui n'ont pas le droit. Et si jamais ils essayent d'en avoir, eh ben, on a le droit, l'OTAN a le droit de batailler contre ces gens-là. Il s'occupe aussi de cyberdéfense, il s'occupe aussi des États défaillants. Il repère dans ses missions l'OTAN aujourd'hui, c'est aujourd'hui ça, c'est ce qui a été décidé il y a quelques mois, il repère et il suit les embarcations illicites en mer Égée. Donc vous voyez que il y a une armée en fait contre les migrants qui essayent de sauver leur peau. Et puis comme ça on le sait aussi, hein, l'OTAN est intervenu depuis un moment dans un tas de pays. On nomme la Serbie, la Libye, le soutien aux rebelles en Libye, mais aussi le Darfour, l'Afghanistan, la Somalie. Et c'est tellement des voyous ces gens-là qu'ils travaillent avec, bien sûr, avec Frontex. Et vous avez vu dernièrement que le directeur de Frontex a été licencié, Fabrice Leggeri, je pense, c'est un Italien, Leggeri, qui était directeur de Frontex, qui a été licencié. Il a été licencié parce que il avait fait des actes criminels contre des migrants qui essayaient d'arriver en Europe. Et ce voyou, il est 3e sur la liste du Rassemblement national. Voilà. Donc, je vous donne juste un exemple parce que c'est un peu abstrait comme je vous parle. Ça va? Ouais, ça va toujours. Je vous donne l'exemple de la PAC, par exemple, parce que ce qu'ils ont fait à la PAC, c'est leur projet pour toutes les politiques européennes. La PAC, dans les années, ça a été créée en 62, hein, c'est la première politique. Au début, il y a un gros volet de régulation politique. C'est-à-dire que ce qui est mis en place au niveau de la PAC, il fallait encore reconstruire l'agriculture, c'est que il y aurait des prix minima. Ils ne pourraient pas vendre leur production en dessous d'un certain niveau, les agriculteurs. Il y avait des garanties là-dessus. Il y avait aussi la création de stocks européens. Les années où il y a trop de production, il y avait une organisation pour faire des stocks qui serviraient à d'autres moments ou à d'autres parties de l'Europe. C'était assez répartitif, cette affaire. Il y avait les suppressions de droits de douane en interne, bien sûr,
Et du coup, dans ces années-là, le secteur agricole énormément pris de la place, mais sans qu'il y ait le productivisme qu'on va connaître après, sans non plus qu'il y ait une surproduction trop importante, vu qu'il y avait une régulation politique européenne. Après Maastricht et les fameux critères, la concurrence libre et non faussée, elle augmente. Et là, du coup, ils arrêtent de la régulation politique. Ça leur plaisait pas. D'abord, ils disaient que l'agriculture, c'était le seul lieu communiste en Europe parce que, bah oui, il y avait quand même les pouvoirs politiques qui s'occupaient de cette agriculture. Donc là, à partir des années 93, chaque producteur doit négocier avec les entreprises de l'agroalimentaire et les distributeurs. Et là, ce qu'on voit à partir de ces années-là, en 20 ans, en fait, le profit dans l'agroalimentaire a augmenté de 64% et les distributeurs ont augmenté leur profit de 188%. Alors, qu'est-ce qui a changé aussi? C'est qu'au lieu que ce soit une espèce d'aide collective à l'agriculture, hein, ça a été une aide directe aux agriculteurs. Et une aide, ça s'est dénoncé fortement par la dernière crise, par la Confédération paysanne, hein, parce que la FNSEA, elle se plaint pas de ça. Bah, c'était une aide à l'hectare. Donc plus vous étiez gros, et c'est toujours ça aujourd'hui, plus vous touchez d'argent, plus vous avez un cheptel important, plus vous touchez d'argent. Et qu'est-ce que ça produit? Bah, ça a produit aujourd'hui ce qu'on appelle les fermes-usines, ou les 800 hectares pour des céréaliers, des choses énormes, quoi. Et du coup, petit à petit, évidemment, les gros ont mangé les petits, c'est toujours comme ça dans la vie. Et du coup, il y a presque plus de paysans et de fermes paysannes proches pour nourrir les gens, mais il y a par contre une industrie agricole qui se développe et qui est énorme, quoi. Donc, par exemple, pour vous donner un chiffre, et puis c'est qu'en 88, enfin non, au moment de la PAC, enfin dans les années 70, il y avait 45% d'agriculteurs, vraiment paysans, voilà, et aujourd'hui il y en a 2%. Hein. Ça, c'est les chiffres en France. Alors c'est peut-être pas tout à fait je veux pas tricher, je n'ai pas les chiffres européens, c'est les chiffres en France. Il y avait 1 million de fermes et aujourd'hui il n'y en a plus que 400 000. Et ça produit ce qu'on voit aujourd'hui, avec de la malbouffe, avec de la production pour l'exportation, parce que c'est là où on se fait du fric. Il n'y a pas de réponse aux besoins. Il y a des gens aujourd'hui dans un état de famine dans des coins d'Europe. Il y a en France des gens qui ont faim, ça c'est évident. Sinon, les restos du cœur, ils n'auraient pas le succès qu'ils ont. Donc c'est contre nos besoins et c'est pour le profit. Et quand vous prenez toutes les politiques, elles sont comme ça, comme ça. Sauf les politiques austéritaires qui cognent comme le pacte sur l'immigration et l'asile. Donc c'est une crise de surproduction capitaliste. On est toujours dans ce système-là, y compris pour les besoins essentiels comme manger, quoi. Hein. Voilà. Donc je voulais vous donner cet exemple pour vous faire voir que c'est un peu partout pareil. Alors le contexte de ces prochaines élections, les enjeux. Le contexte, c'est quand même un affrontement aujourd'hui économique, colonialiste, des grandes puissances et des impérialismes. Par exemple, qui veut l'Afrique, hein? Qui va gagner tel ou tel pays d'Afrique? Ils sont très 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 dragués parce que par exemple le Nigeria, c'est une ressource en uranium pas infinie mais quand même très importante. Donc tous les impérialismes cherchent où stocker ou trouver des nouveaux stocks d'énergie fossile partout. C'est aussi le contexte militaire. Alors, le contexte militaire de deux façons, c'est que les dépenses globales dans l'Union européenne ont augmenté de 123% depuis 2014. Donc, ça fait en 10 ans 123% d'augmentation des dépenses militaires de chaque pays européen. C'est ça. C'est aussi la guerre en Ukraine. Hein, la guerre en Ukraine, ça c'est quand même ceux qui croyaient encore qu'on aurait la paix dans les pays européens, même hors de l'Union européenne, je pense qu'ils en reviennent. C'est la Palestine, parce que produire des armes pour la France, être troisième producteur
troisième exportateur d'armes. Il faut bien trouver des pays où il y a la guerre pour encourager les guerres et puis pour vendre des armes, puisque c'est une ressource extraordinaire, hein, les armes, et la sécurité en général. Du coup, on arrive à des positionnements politiques de soutien absolument scandaleux à Netanyahou. Alors même si c'était pas moral, c'est pas moral, mais c'est surtout économique, parce que ça permet de déboucher à la surproduction des armes. Le contexte, c'est aussi le pacte austéritaire, donc autoritaire mais austéritaire aussi. Hein, on voit tout est attaqué en ce moment sur le chômage. On a eu les retraites, qu'on se batte ou qu'on se batte pas, ça passe. On va à nouveau avoir les retraites, à mon avis, puisque là ils veulent taxer et les chômeurs et les retraités. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a pas d'augmentation de salaire, c'est le moins qu'on puisse dire, et avec l'inflation, de plus en plus de personnes qui balancent de la pauvreté à la misère. Il y a avec tout ça un sondage ces jours-ci, mais bon, ça vaut pas grand-chose, mais je vous le dis quand même, il y a plus de la moitié des électeurs français qui sont déprimés sur l'Union européenne, voilà, et qui ne voient pas bien le sens de ces élections. Donc ça veut dire qu'on va avoir encore une abstention extrêmement forte et un risque d'extrême droite extrêmement puissant. En parlant de l'extrême droite, justement, alors là aussi les sondages, hein, mais vous les avez vus, je vous les dis pas, ça fait mal aux tripes. Donc un tiers quand même hein, des électeurs qui se prononceraient pour l'extrême droite. Avec l'extrême droite qui n'a pas changé. Quand on entend Marine Le Pen, enfin ou des commentateurs qui se disent que aujourd'hui Marine Le Pen elle a normalisé le Rassemblement national, c'est pas vrai. C'est la droite qui s'est extrême droitisée, plus exactement. C'est vrai, il y a eu rapprochement. Et c'est pas Marine Le Pen qui a fait un pas vers la normalisation. Faut arrêter avec ça. Ils ont la même rhétorique, le repli sur la nation, la défense de la nation. C'est raciste. Ils n'ont pas voté certains des fachos qui sont nombreux en Europe. Ils n'ont pas voté le pacte sur la loi migration et l'asile parce qu'il est trop mou. Il va pas assez loin. Et ils font campagne là-dessus en expliquant qu'avec eux, au moins, les citoyens ils seront en tranquillité parce qu'eux, ils iraient jusqu'au bout. Ils sont effectivement sexistes. Il y a quand même 12 pays aujourd'hui sur les 27 qui sont contre le mariage pour tous et qui ne l'ont même pas mis dans leur programme. Et c'est plus que grave, ça. Et puis, ils sont pour la mise en concurrence entre les salariés, la casse des services publics et le dumping social. Donc, c'est le discours d'extrême droite, enfin on en discutera, hein, c'est important d'en parler, qui imbibe le discours général dans nos quartiers, des fois chez les salariés aussi, c'est que les étrangers, ils seraient dangereux, que avec leurs idées, le sexisme, on a vu là le sexisme, l'homophobie, l'islamophobie, tout ça, ça augmente d'une façon absolument importante et ils demandent plus de sanctions et certains d'entre eux, pas tous, parce qu'il y en a qui sont quand même très populistes, qui demandent pas ça, ils demandent la fin de l'excuse de minorité pour la délinquance. Alors c'est pas toute l'extrême droite, hein. Vous avez vu, il y a un très bon article dans Mediapart sur 50 nuances de brun. Il est excellent et c'est assez positif parce qu'il explique que comme il y a une vague brune, mais ils sont pas tous tout à fait sur les mêmes lignes, donc on a des moyens d'intervenir différents d'un État à l'autre, et même à l'intérieur d'un État selon les groupes. Donc c'est un peu ce contexte, avec quand même, c'est vrai qu'il faut garder l'optimisme de la volonté, mais c'est vrai qu'on a des fois le cœur et l'émotion quand même un peu perturbés parce que quand même en Italie il y a rien que non seulement il y a Meloni au pouvoir, mais avec les Fratelli d'Italia il y a toujours la Lega du Nord, j'ai l'impression, Vox en Espagne, Droit et Justice en Pologne, Fidesz en Hongrie. Chez nous, on a ce qu'il faut aussi entre le Rassemblement national, Reconquête, les Patriotes, plus les syndicats, leurs syndicats qui s'implantent dans les universités. Je sais pas ici, mais ça doit être pareil. À Grenoble, on a sans arrêt des manifestations, des arrestations de nos camarades. Enfin, c'est très très violent. L'Uni, par exemple, fait un ravage. Et puis la cocarde. Je sais pas si vous avez ça. Bon, au Portugal, pareil, un groupe important. Aux Pays-Bas, donc
c'est vrai qu'on a un contexte qui est quand même assez difficile. Mais en même temps, ce qui est clair pour nous, c'est qu'on ne fera pas la politique des gauches, de la gauche dans ce pays et des gauches européennes. C'est tellement pareil que la droite au niveau européen que moi, quand j'y étais au Parlement européen, il paraît que ça ne continue pas, mais je ne sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Le président ou la présidente du Parlement européen était élu pour 6 mois. Et puis, on changeait tous les 6 mois. Et il y avait un accord entre les groupes de droite et les groupes socialistes pour qu'une fois ce soit un socialiste, une fois ce soit quelqu'un de droite, une fois un socialiste, une fois quelqu'un de droite. Parce que c'était la même politique, exactement la même politique. Et à force de jouer à ce jeu-là, et en France on l'a vu extrêmement fortement, hein, c'est que ils font tous cavalier seul, donc il y en a qui vont disparaître là, de la compétition. Je pense, je suis pas sûre que le PC il est des élus européens alors qu'ils étaient très forts. Ils sont divisés, ils font cavalier seul. Ils sont sur des bases. Ils s'appellent d'ailleurs maintenant le centre gauche. Certains d'entre eux s'appellent le centre gauche. Comme Macron, il a une aile gauche. Donc tout ça, vous voyez, c'est de moins en moins clair pour les gens. C'est extrêmement réformiste sur le fond. Et au niveau compréhension de ce qu'ils veulent faire, c'est pas très net quand même. Alors, leur truc aussi, c'est quand même, ils ont une rupture avec les jeunes générations. Alors, évidemment, tous, ils trouvent un jeune de 30 ans, autour de 30 ans, pour être tête de liste, ou une jeune de 30 ans pour être tête de liste. Mais sur les questions d'oppression, les questions d'écologie, les questions de l'islamophobie qui est quand même prégnant dans ce pays, les questions des LGBT, de la transition, toutes ces questions-là, ils sont très en retard par rapport à eux. Et nous, on a une force qu'ils n'ont pas, c'est qu'on arrive à lier tout ça, y compris au niveau international, au niveau décolonial. J'ai vu que, par exemple, au niveau de la 4e internationale et du NPA, on avance sur une idée de l'écologie décoloniale. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est un exemple de comment on lit, nous qui sommes internationalistes, antiracistes, anticapitalistes, antisexistes, enfin bref, hein, pour l'égalité, comment on arrive à lier les questions. Alors, l'écologie décoloniale, moi j'ai lu à 2 fois parce que je suis pas dans cette commission, j'avais pas tout pigé, mais ce que je comprends, s'il y a des gens qui sont dans cette commission, ils feront plus fin que ce que je vais vous dire. En fait, ce que je comprends, c'est que à chaque fois qu'il y a une guerre, ou qu'il y a une colonisation, il y a une destruction massive de la terre, de l'eau, des forêts, etc. Et qu'on doit nous imposer une reconnaissance, pas que morale, une reconnaissance financière, une reconnaissance de reconstruction. Et ça, je pense qu'on va bientôt défendre ça sur Gaza, parce qu'il n'y a plus rien à Gaza. Hein, il n'y a plus rien. Et du coup, là, on fait une mission avec différentes personnes. On voudrait y aller au mois de novembre. Et on aura ça comme objectif, de regarder concrètement ce qui est détruit. Alors, à la fois au niveau de la santé, de l'éducation, de l'alimentation, etc., mais aussi au niveau de la terre. Et je pense qu'on a raison d'arriver à faire des croisements comme ça, comme on arrive à faire dans les manifestations. Alors, c'est pas toujours facile, mais antisexisme et anticolonial, par exemple, ça nous a permis de discuter avec des groupes de quartier, de discuter plus largement de ces questions-là. Donc moi je pense que dans cette élection, on a des choses à dire, même si on n'aura pas de liste. Ça c'est évident qu'on n'aura pas de liste. D'abord ça coûte très cher, 1 million d'euros, d'après ce que disaient les camarades au national. On n'y arrivera pas. Mais on défendra nos idées. Et on sera peut-être les seuls à défendre ces idées-là. C'est pour ça qu'il faut y aller. Des fois, on se retrouvera avec la FI, ça c'est évident. C'est pour ça qu'on avait demandé, on avait vu avec eux, essayer de voir, de faire une entente pour justement être, on est unitaire dans notre, on est révolutionnaire et unitaire, et on aurait sans doute pu se mettre d'accord s'ils l'avaient accepté. Donc, ce qu'on défendra, en gros, je ne vais pas vous donner un programme précis qui n'a pas encore été fait, mais en gros, on sera contre les impérialismes et les colonialismes, ça va de soi, le soutien aux résistances de tous les peuples, et je pense qu'on est sur tous les combats et qu'on a bien raison. La dénonciation de l'accord UE-Israël, c'est très très important, et de l'État français complice.
la défense d'un accueil inconditionnel des migrants, avec la liberté de s'installer, de circuler, comme les Blancs, ils l'ont partout dans le monde, et les Blancs riches, je précise. Donc pour les migrants, la liberté d'installation et d'entrée, bien évidemment. On aura dans notre programme une bagarre contre toutes les égalités. Hein, les égalités de genre, les égalités entre étrangers, français, etc., etc., et les quartiers populaires. On continuera à défendre, à s'opposer aux traités et à leur logique capitaliste. Donc, pour refuser le dumping social et fiscal, on portera ce qui sont nos revendications hein, sur la hausse des salaires, l'extension de la protection sociale et des services publics, la réduction du temps de travail, la défense des retraites à 60 ans. Tout ça, ça nous paraît super important, ainsi que la socialisation des grandes entreprises, parce que, par exemple, sur l'énergie, c'est évident que quelqu'un disait, je sais plus qui, c'est pas de chez nous, je sais plus quel candidat d'un parti de gauche qui disait, on va pas vers le mur, on est déjà dans le mur. C'est évident que sur l'énergie nucléaire, on est déjà dans le mur. On va pas y arriver à s'en sortir de ce truc-là. Donc nous, on a tout un programme là-dessus. En gros, ça serait de mettre fin à tout ce qui sont les énergies liées au stock, à l'uranium, au charbon, enfin, etc., etc., vous voyez bien, et mettre en place toutes les énergies liées au flux, à ce qui ne se consomme jamais définitivement, qui tourne, etc., etc. Voilà, donc après, en choisissant les industries et les besoins que l'on veut satisfaire, on peut faire un programme économique tout à fait conséquent, anticapitaliste à 200%, mais il faut qu'on en parle dans des cercles, qu'on en parle de partout et qu'on utilise les mobilisations là-dessus. D'ailleurs, à ce niveau-là, je voulais vous dire que ce qui est assez régalant quand même, et il faut s'appuyer là-dessus, c'est que les luttes qui ont été victorieuses dernièrement, c'est des luttes souvent de femmes au bas de l'échelle, mal payées, sous-payées, souvent mères seules, pas toujours, mais souvent mères seules quand même. Il y en a eu dans ma ville, et on a vu au niveau parisien aussi ces luttes fantastiques. Et c'est ces gens d'en bas qui donnent tout en fait dans une lutte et qui gagnent ou qui font l'actualité. Et c'est quand même pas mal. Nous, on a eu les livreurs à vélo qui ont fait 2 jours de grève. Il y a plusieurs villes comme ça. Il y a aussi les gens d'Emmaüs dans la région là. Hein. Donc c'est ceux-là qui se battent et c'est ceux-là qu'on doit entendre. Parce que ça suffit pas de se battre, ça suffit pas de faire un mouvement social ou une grève, il faut aussi une perspective politique pour donner de l'espoir par la perspective politique. Sur l'écologie, j'ai été un peu vite, mais en fait, la réponse au productivisme agricole actuel, c'est une alimentation saine, accessible pour tous, et produire, pareil, hein, local, proche de chez nous, voilà, et la protection de nos biens communs comme l'eau, la terre, etc. Nous, on est, alors il y a eu débat hein, dans le NPA comme ailleurs. Nous, on est pour l'adhésion des peuples européens qui demandent leur adhésion à l'Union européenne. On est pour leur adhésion. Alors en ce moment, il y a la Moldavie, il y a l'Ukraine et puis des peuples des Balkans. Non pas parce qu'on veut renforcer cette Union européenne, mais on pense qu'on a besoin de tous les peuples qui le souhaitent pour se battre contre cette Europe. Et au nom de quoi on refuserait ça. Hein. Les gens qui refusent aujourd'hui, c'est ceux, souvent les pays les plus riches, qui refusaient l'adhésion des pays pauvres, parce qu'ils allaient appauvrir l'Europe. Aujourd'hui, on est dans une logique comme ça, et moi je pense ça, et je pense que je suis majoritaire dans le parti, tu me diras si je me trompe, si j'y suis pas, ça fait rien, mais je pense qu'il faut vraiment entendre leur envie de se regrouper avec d'autres. Avec tout ça, pour faire tout ça, on a besoin de construire une gauche radicale. C'est pour ça qu'il y aura rapidement un congrès pour vraiment nous définir bien ce qu'on veut et travailler avec les autres dans l'unité autant qu'on peut. Il y a des villes où ils travaillent très bien avec l'AFI, il y a d'autres villes, comme chez moi, l'AFI elle est au pouvoir avec les Verts et c'est une catastrophe sur le logement, par exemple. On est en guerre, on chie au droit au DAL, droit au logement. On est en guerre contre cette mairie qui fait des grandes déclarations et qui ne fait rien. Alors ça dépend des villes, ça, mais on arrivera à trouver voilà. Moi, je vous propose qu'on discute. J'ai oublié plein de choses certainement. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Vous avez d'autres éclairages. Allez-y.
Et je peux vous donner des petits bouts de témoignages sur le Parlement et l'Union européenne, si vous le souhaitez. Il y a un truc que je finis là-dessus, je suis trop longue en tête. Ça va? En fait, quand il y a des luttes et qu'on a des députés européens, eh ben, c'est intéressant pour les luttes. Alors c'est intéressant d'aller au Parlement européen parce qu'on s'imagine pas quand on n'y est pas comment ça se passe. C'est assez incroyable. Si vous êtes député européen, vous pouvez ne jamais mettre le nez dehors. Dans le Parlement, vous avez tout. Vous avez le coiffeur, le kiné, le to-be, tout ça. Tout pris en charge. Hein. Mais tout. Vous pouvez vous faire la gueule si vous voulez. Enfin, tout ce que vous voulez. C'est compris dans le mandat. C'est là. Vous pouvez vous déplacer où vous voulez. Vous avez des voitures gratos à votre disposition. Puis pas les Clio pourris qu'on a les uns et les autres, vraiment la belle voiture, etc. Et du coup, on a été assez quand même stupéfaits de tout ça. Bon, nous, on était à l'aise parce que on a gardé le salaire qu'on avait avant avec Alain, et le reste revenait au parti. Hein. Et puis, on a refusé. On n'a pas tout à fait pris les mêmes choses parce qu'elle avait travaillé gratuitement. Donc pour lui, on a accepté les fonds de pension pour sa retraite, à minima, pour qu'il ne soit pas dans la dèche trop au moment de sa retraite. Il avait travaillé gratuitement pour le parti longtemps. Et moi, j'ai continué à payer ma retraite à la commune où je travaillais, la CNRACL pour les travailleurs du public, et voilà, et le parti payait la part de l'employeur, parce que la ville ne voulait pas me payer pour que je sois au niveau de l'Europe, évidemment. Et du coup, j'ai une retraite normale de fonctionnaire normal à un grade moyen. Voilà. Donc on était très à l'aise avec ça, ça nous a permis de faire des interventions. Enfin, on était libre vis-à-vis de l'Europe, on n'attendait rien au niveau financier, perso, ni le parti. Avec l'argent, on a embauché des jeunes, parce que tout le monde embauche des gens, parce que c'est un tel boulot administratif, il faut être plusieurs à lire les dossiers, à comprendre ce qui est essentiel, ce qui n'y est pas. Donc on avait choisi de prendre des jeunes qui retourneraient au boulot au bout d'un an, pour que personne ne s'installe au niveau européen. Donc il y a eu Olivier, il y a eu Basile, il y a eu Christian, il y a eu Laurence, enfin, des jeunes qui étaient déjà quelque part, quoi. Et du coup, ça, c'était pour le fonctionnement. Et sur ce qu'on a pu faire au niveau des luttes, en fait, quand il y avait une lutte quelque part, on allait la soutenir. Et s'il y avait un rapport avec l'Europe, si on pouvait aller plus loin, on le faisait. Et ça, par exemple, moi, j'étais sur la commission du Parlement qui s'occupe de l'écologie, justement. Et quand on est arrivé, il y a eu le drame de l'Erika. Vous savez, le bateau qu'avait la marée noire de l'Erika. Et du coup, j'ai commencé à chercher ce qu'ils avaient fait aux autres parce que c'était pas la première. Et en fait, 15 fois de suite, le Parlement et le Conseil avaient voté plus jamais ça. C'est tout, à l'unanimité. Mais il s'était rien passé, il n'y avait pas eu de décision. Et puis ça brassait du côté de la Bretagne parce que voilà, donc on a des copains bretons, comme vous le savez, très actifs. Donc j'ai pris contact avec eux, tout ça, et on est allé sur place et on a fait des réunions d'élus locaux, tous les élus locaux qui étaient bretons de droite ou de gauche. Il n'y avait pas le Front National, mais de droite ou de gauche, ils voulaient défendre la Bretagne et tout ça. Et puis, avec nos copains, on a rencontré les syndicats des marins, les syndicats des pêcheurs, les ornithologues, etc., etc. Et en fait, à force de discussion, parce que évidemment, je connaissais rien du tout au sujet, on a poussé. Alors, il y avait aussi des députés verts qui soutenaient, donc on y allait à 2 ou 3. On a poussé pour que, il y ait un contrôle indépendant des bateaux. Parce que là, il n'y avait pas de contrôle, c'était les mêmes familles qui mettaient les bateaux à disposition des transporteurs de pétrole, et ceux qui les contrôlaient, c'était les mêmes, en fait. Il n'y avait pas de... On a réussi à faire ça, à imposer les doubles coques, tout ça, mais parce qu'il y avait une mobilisation forte. Sinon, on n'aurait pas réussi. Et ça a été comme ça tout le temps. Tout le temps, quand il y avait une mobilisation forte sur un sujet, on essayait de soutenir autant qu'on pouvait. Et c'est quand même assez important parce que après, comme on rentrait le jeudi soir et tous les vendredis, on était dans une ville différente à parler comme là, ça donnait des idées à d'autres gens. Et ça valorise ce qu'on peut faire quand même quand on a des élus. Alors, ça fait pas la révolution, hein. Ça remplace pas les luttes, et avoir des élus et avoir rien d'autre, c'est sûr que ça sert à rien, mais vraiment à rien du tout. Mais s'il y a des luttes, on peut les pousser un peu plus loin au niveau européen, et ça, c'est quand même assez important parce que ça donne de l'espoir. Que voilà, on a fait aussi beaucoup de rencontres entre les organisations amies de tous les États
On se voyait une fois tous les 2 mois et on regardait comment ça se passait, on circulait un peu pour donner les infos et pour soutenir des luttes dans d'autres États. Et on avait décidé à cette époque-là que il venait d'ouvrir les listes européennes à des Européens, que ce soit en France, en Italie, en Belgique, n'importe où, que ça serait pas mal d'envoyer des gens sur d'autres listes d'Europe ou d'en recevoir. Et puis ça va se réaliser cette année avec Philippe Poutou, qui sera candidat en Belgique pour la gauche anticapitaliste. C'est la première fois qu'il se présente. Ils avaient besoin d'une aide un peu tout ça. Donc moi je vais faire la petite main sur des écrits, sur des choses. Et puis lui il est sur la liste en 3e position. Et moi je me réjouis de ça parce que c'est un combat qu'on avait mené à l'époque avec Alain. Alain qui était à la commission des libertés, qui avait poussé ça. Voilà, un petit clin d'œil aussi à Alain. On arrête là. Merci. Merci de votre écoute, hein, super. Merci.